Master Robusta. Yayato, édition spéciale hommage à Manu Dibango. Avec comme invité Daniel Ndo. Oncle Otama revient sur sa longue et riche carrière. De quoi vivent nos musiciens? Quel est leur quotidien? Le droit d'auteur au Cameroun. Comment et de quoi vivent nos musiciens? Enquête choc. Comment se prépare un spectacle de danse? Comment se monte une chorégraphie? Immersion au sein de la compagnie de danse La Focamaise. En fin d'émission, Copo est dans ses mapanes chez le journaliste Alain Bélibi. Yayato, édition spéciale, hommage à Manu Dibango. C'est parti. Yayato à tous, heureuse d'être avec vous pour ce 6e numéro spécial entièrement dédié à Manu Dibango. Ouvrons cette 6e édition avec une excursion dans le monde de la danse. Nous avons suivi la compagnie de danse La Focamaise dans la conception des chorégraphies, les répétitions, les coulisses de leur spectacle. C'est dans Backstage que signent Jacques Ekwa, Hervé Atangana, Ginette Biban, Alain Belsigon et Alain Nagui et Sono. La salle des fêtes était comble cette soirée-là. La liesse populaire était telle que le gala nuptial prenait des allures d'un festival. Pendant 1 heure, les danseurs ont présenté quelques chorégraphies originales. Avoir évolué ces danseurs aussi facilement sur scène, on n'imagine pas la somme de travail qu'il y a derrière chaque chorégraphie. Comment se prépare un groupe de danse avant un spectacle? Des répétitions à la prestation, nous vous emmenons dans les coulisses de préparation d'un spectacle de danse. Quand on pratique la danse, le but ultime, c'est le spectacle. Mais avant chaque prestation, il faut concevoir et répéter les chorégraphies. 11h20, ce vendredi-là, veille de prestation du groupe de danse La Focamaise dans un gala privé. C'est dans son lieu de service, au quartier Bastos à Yaoundé, que Martial Efoulou, chorégraphe de la compagnie de danse La Focamaise, nous a conviés. À notre arrivée, il est en train de discuter avec ses camarades de danse dans le forum WhatsApp de la compagnie. Je suis chorégraphe de l'artiste Tatillon, de l'artiste Sanglé Nanga, de l'artiste Rafran Le Banto et de plein d'autres artistes. Nous en profitons pour lui demander la différence entre danseurs et danseurs professionnels. C'est au niveau de la transmission de l'émotion. Parce qu'il faut effectivement que la personne qui est en face de nous puisse ressentir ce qu'on veut qu'il ressente. Que ce soit la peine, que ce soit la douleur, que ce soit la tristesse. Émotion, précision, technicité, voilà quelques caractéristiques de la danse. Il en existe d'ailleurs plusieurs styles. Il y a la danse contemporaine, il y a la danse classique, il y a la danse hip-hop, il y a la danse urbaine. Focamaise est à la base un groupe de danse traditionnel, mais on touche à tous les autres registres. Pour un spectacle, les étapes clés sont la recherche musicale, la recherche de la gestuelle, l'apprentissage de la chorégraphie et le choix des costumes. Nous décidons donc de les suivre. 13h38. Le chorégraphe metteur en scène quitte son lieu de service et emprunte un taxi. Pour ce spectacle-là, rien que 2 jours de répétition. Généralement, pour une prestation où ils n'ont pas encore de chorégraphie, il leur faut souvent 3 à 4 jours d'entraînement. Oui, maman, tu as dit que c'est combien c'est quel est culturel? Ça va et femme. 14h18, arrivé au quartier Somba. Les autres danseurs sont déjà à l'œuvre. Après avoir troqué sa tenue de ville pour une tenue de scène, 14h29, le chorégraphe lui-même se jette dans le bain avant de glisser quelques recommandations.
Ngono. Isewe. Cha-cha. Et Ambassi. Sous la direction de Martial, l'ambiance est bon enfant. La mise en scène, les pas de danse et autres esquisses sont exécutés à répétition. À 14h33, le groupe est divisé en deux. D'un côté les filles et de l'autre les garçons. 14h50, les filles sont rejointes par les garçons. À 15h13, la chorégraphie est visiblement déjà bien huilée et assimilée par toute la troupe. Un spectacle qui ne laisse personne indifférent. Quelques petits curieux en profitent comme ils peuvent. « 15h31, le groupe reçoit la visite d'une dame, leur encadreur administratif. 16h11, la fatigue commence à se faire ressentir, mais les répétitions s'enchaînent jusqu'à épuisement, chose qui concourt à travailler l'endurance. À 16h20, pour conclure la séance, Martial et les autres discutent de l'heure d'arrivée au spectacle et des différentes tenues à arborer. Tu demandes les tenues qu'on va porter. Justement, ça c'est les tenues Fangbeti. Ça va, nous sommes obligés de porter le kaba. Maintenant, quand les garçons sortent, et ils partent mettre la paille blanche. 16h43, fin des répétitions pour ce collectif de 24 membres. Moi, c'est Yungi Thiago Muel Stéphanie, encadreur de la compagnie de danse Afrokamez. Banjali Mike Ivan, danseur. Tony Blondel Obama, membre de la compagnie Afrokamez. Chouake Herman Yannick, membre de l'Afrokamez. Thomas Paulin Restant, percussionniste à l'Afrokamez. Jordan Shigen, membre de la compagnie de danse l'Afrokamez, responsable de la commission juridique. Sama James Ortez, je suis percussionniste. Les Bénédeux Colbert Witness. Je suis percussionniste. Je suis Nama Olongokiba Fabrice, étudiant curieusement à l'université de Tchang, membre de l'Afrokamez. Mon nom est Mademoiselle Abosolenki Marie, danseuse. Jolie Béatrice Annette, danseuse. À 16h25, tous vont ranger leur matériel dans le magasin et apprêter les tenues du spectacle. Et rendez-vous est pris pour le lendemain. Donc rendez-vous demain. Demain. Samedi, jour du spectacle. Il est 20h20. Nous retrouvons l'une des danseuses chez elle au quartier au Lézoir. Je suis en train de m'apprêter à aller à la prestation de ce soir. Là, il est quelle heure? Il est 20h passé, je suis super en retard. Okay. Bon, je viens même de rentrer comme ça parce que aussi les équipes partagées entre le boulot, les répétitions et maintenant la prestation de ce soir. Il n'y a pas vraiment de temps pour le repos, mais on essaye de faire avec puisqu'il y a la passion, il y a le boulot, il y a le statut de maman aussi. Et je dois faire le ménage et tout ça. Du coup, je me débrouille comme je peux. Et là, oui, j'ai eu fort heureusement plusieurs prix dans la danse, plusieurs fois championne du Cameroun en danse. Béatrice embrasse son fils, puis dit au revoir à sa maman. Ça va bien, comme d'habitude. D'accord. Maintenant, on y va à la prestation. On court.
Comme une étoile dans la nuit, Béatrice scintille. Pour connaître le lieu où va se dérouler le spectacle, elle parcourt le forum WhatsApp du groupe. On va à l'immeuble de la mutuelle du Trésor en face du 46 Mesa. Elle emprunte un taxi et fonce vers sa passion. C'est où exactement, pardon, indique-moi un peu. « 20h56, ce sont les retrouvailles avec les membres déjà sur place à l'immeuble de l'Amitié au quartier Mesa. Je les ai retrouvés. La petite équipe fait la reconnaissance des lieux pour mieux étudier la scène. Si on fait 6 personnes ici, là, ça va pas suffire. Commence alors de longues minutes d'attente, ponctuées des échauffements, des retouches chorégraphiques, Après plus de 2 heures d'attente, 23h39, la Focamès entre en scène. Pour une bonne heure de show. Entre 2 aires culturelles, le changement de tenue est instantané. Fin de la prestation. Le matériel et les tenues de scène sont rangés. L'encadreur administratif fait la somme des bénéfices. Le groupe va prendre quelques minutes pour débriefer sur leurs prestations, puis chacun va rentrer chez soi. Les prochaines répétitions sont prévues le lendemain, dans l'après-midi. Ainsi va la danse. Il est le pionnier de l'humour au Cameroun. Il est l'une des valeurs sûres de la comédie en Afrique. Enseignant, auteur, réalisateur, écrivain, chanteur, comédien, oncle Otama, pardon, Daniel Ndo, mais que dis-je? Monsieur Daniel Ndo est notre invité. Yayato. Petit rappel, Daniel Ndo, c'est ceci. Daniel Ndo, c'est aussi ceci. Non mais écoute Isabelle, je suis un retraité avec plein de problèmes sur le dos, tu le sais. Si j'avais réellement cet argent,
J'aurais pu m'acheter cette boîte de cirage. Daniel Do, c'est encore ceci. Tu t'enfermes toute la journée, tu ne veux voir personne. Ta maman et moi, nous sommes inquiets à ton sujet. Si je vous dis Manu Dibango, ça vous renvoie à quoi? Ben, si vous me dites Manu Dibango, ça me renvoie à une icône. Ça me renvoie au doyen des artistes, pas seulement de la musique, mais vraiment au doyen des artistes, tant au Cameroun qu'en Afrique. Dans les années 1973, lorsque je suis en France, à Paris, grâce à une bourse UNESCO, il y a un journaliste de la radio nationale, André Kwambangé, qui m'avait donné, c'était des bobines là, à l'époque, pour lui remettre. Et je suis allé lui remettre ça à Paris. Et à mon retour, 7 ans plus tard, donc dans les années 1980, il ouvre une structure de loisirs à Yaoundé, un tout petit peu en face de l'ancien cinéma Le Capitole. Et c'est la première fois que nous, on est en contact au Cameroun avec de grands artistes américains, français. Et non seulement on les voit, mais il nous permet de les côtoyer en spectacle. C'est un grand moment quand même. Dans cette structure qui s'appelait Au Village. Au Village, c'était déjà en rapport avec son titre. C'était déjà un titre que j'avais fait pour un sketch. Oui. Et bon, lui aussi a pris ça au Village. Et c'était... et pendant que nous, on faisait l'entrée ici, l'entrée des spectacles à 1000 francs, c'est la première fois qu'on voyait l'entrée à 7000, on mettait les mains sur la tête. Et c'était plein? Et c'était plein, s'il vous plaît. Parce qu'il y avait des jazzmen qui venaient un peu partout dans le monde. Bon, voilà un peu ce souvenir-là. Alors Manu Dibango, de regretter de mémoire aujourd'hui, est-ce que vous avez un message? Qu'il a fait non seulement l'honneur du Cameroun, mais également l'honneur de toute l'Afrique, et que son œuvre est une œuvre qui ne disparaîtra pas de nos cœurs. Beaucoup ont tenu à rendre hommage à Manu Dibango, et parmi ces hommages, ceci. Cet homme est exceptionnel, moi, j'ai jamais vu ça. Il est d'une simplicité extraordinaire, enfin il était, il demeure, parce que l'artiste ne meurt pas. L'interview du Cercle de Tolaï que j'avais faite avec lui, l'entretien avec... Mon Dieu, il me disait, moi je tremblais de toutes parts, donc il me disait non, tout va très bien se passer, de toute façon, ce sont des questions. Alors, tu vois un monument comme ça, et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire qu'on ne lui a pas déjà dit? Donc, mais dans sa simplicité, il t'amène à poser des questions. Il te fait rire, il te détend et en plus, il te fait savoir qu'il n'est qu'un être humain autant que les autres. Ça, c'est du génie. Bon, il faut d'abord que je vérifie que vous êtes... voilà. Dans ma famille, mon petit nom c'est Pantan. Et apparemment, c'est en écoutant une chanson de Manu, je voulais dire Papa, chouchou embe kumbe lolo. Il disait Papa, chouchou embe kumbe lolo. Sukumbe lolo. Nous qui avons grandi avec la CTV pour un départ, les interludes, les émissions, le générique de Kimbo. Dibango était présent dans nos tympans, quoi, obligé. À Paris, en octobre 2007, on était une dizaine d'artistes partis du Cameroun. Après une répétition de
Donny Elwood discutait avec André Maritala. Donc il m'a dit, bon, Kopo, prends-moi une bière là. Mais c'était les espèces de box qui sont comme les Philippe là, où tu mets la pièce et puis la boisson sort, comme dans les séries américaines, les films policiers là. Donc je ne savais pas comment ça se passe, j'ai commencé à m'embrouiller. Donny qui dit, mais Kopo, cette boisson là, elle vient ou pas? Donc Manu entend et dit, attends, c'est lui et Kopo là. On dit, oui, c'est le petit qui chante Si tu vois ma go, dit. Elle m'a bien fait rigoler son histoire des morts là. Donc j'étais en mode waouh. Je suis un fan comme tout le monde, un fan éploré et puis voilà quoi, qu'il repose en paix. En 2009, j'étais encore plus jeune et j'avais été sollicité pour présenter les 40 ans du CUS et avec pour parrain un monsieur aussi important comme Manu Dibango. Bon, personnellement, je me sentais un peu stressé en me demandant si je devais être à la hauteur. Mais en me rapprochant de Manu Dibango, je n'ai pas eu le sentiment qu'il était offusqué de savoir qu'un jeune va présenter un événement dans lequel il est impliqué. Tout de suite, Manu Dibango, il m'a rassuré avec son légendaire rire. Je me suis senti en confiance et l'événement s'est très très bien passé. On a eu de très très bons retours. C'était le premier véritable contact professionnel avec Manu Dibango. Ensuite, en 2010, j'ai l'immense plaisir d'être invité par Queen Etemé, qui pendant plusieurs années a été choriste de Manu Dibango. Elle était installée à Cotonou au Bénin et elle organisait un événement qui était baptisé Balafon Festival. Et elle avait invité plein d'artistes parmi lesquels Manu Dibango. Et on était logés tous dans le même hôtel à Cotonou. C'est d'ailleurs ce détail qui m'avait marqué parce qu'habituellement les grandes stars ne logent pas dans le même hôtel que les autres participants à des événements culturels. Manu partageait ses repas avec nous au restaurant de l'hôtel et cette proximité-là avec les personnes, moi, m'avait touché. Manu était né en décembre et en janvier, donc voilà, c'était le 84e anniversaire avec un petit gâteau très sympa. Son fils Michel Dibango était présent. On a passé un très très bon moment. Manu, c'était quelqu'un qui il parlait pas beaucoup. Il disait ce qu'il fallait. Au moins, il le fallait. C'est le constat que moi, personnellement, j'avais fait. Et pour moi, c'était quelqu'un qui était une bibliothèque. Il avait une grande expérience de la vie, une grande expérience des personnes. Il connaissait pratiquement tout sur tout. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement l'artiste musicien, mais c'était aussi le monsieur qui avait son mot à dire sur la politique, sur la science, sur la littérature. D'ailleurs, les gens ne savent pas que Manu a écrit 2 ouvrages, 3 kilos de café, et puis Balade en saxo, voilà les coulisses de ma vie. Il y aurait eu du monde à ses obsèques et tout, mais bon, le coronavirus nous impose certaines restrictions, de faire le deuil dans son coin en pensant à tous ces bons moments qu'on a passés en compagnie de Manu Dibango. Il fait partie de ces rares personnalités qui, à mon avis, ont permis que l'Afrique soit respectée sur le plan artistique et culturel. C'était un digne ambassadeur qu'on perd et voilà, que son âme repose en paix. Le Cameroun est en deuil aujourd'hui, le monde aussi. Manu Dibango just passed away, the legend, African legend from Cameroun. À tous les Camerounais qui nous écoutent, à tous on a que ça, mes amis. Il a quitté Douala par bateau pour aller en France. Il avait à peine 15 ans. En 1949, donc je débarque à Paris. La toute première personne que j'ai rencontrée, c'était donc Manu Dibango. On était voisins. Il habitait à côté de la gare de l'Est avec sa première femme qui s'appelait Coco. Il m'invitait souvent à assister à des concerts de jazz qu'il faisait à la cave Saint-Séverin avec Memphis Slim, qui était un grand musicien noir américain. Je tombe sur une jeune femme blanche qui me dit « Monsieur, je cherche un orchestre africain. » Ah, alors j'ai dit à la dame « Écoutez madame, j'ai un ami qui est un très grand musicien.
je vous donne son téléphone, appelez-le tout de suite. Je lui ai donné le téléphone de Manu Dibango, 72. Vous comprenez? Or, en 72, c'était l'époque où Manu avait composé la musique pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et malheureusement, ce disque n'a pas beaucoup marché au début. Hein, parce que la première version, c'était d'abord l'hymne pour la Coupe d'Afrique. Et puis le deuxième verso, c'était donc Mamako, Mamako, Makosa. Je suis en tournée à Istanbul. Je monte dans le taxi. Le chauffeur de taxi turc voit que je suis noir. Il prend une cassette, il met, j'entends Mamako, Mamako, Mamako. Le tube. Je dis, c'est pas vrai. Ici à Istanbul. Puis un beau jour, Francis Bébé me dit, est-ce que tu peux venir rue Beaujon assister à l'enregistrement d'un disque que j'ai composé avec Manu Dibango. Ah, j'ai dit oui, je viendrai parce que je n'avais jamais vu l'enregistrement d'un disque. Et je suis arrivé, ils étaient en train de faire la musique de Edi Badadi Dadi et c'est Wengidim Gindim. C'est moi qui ai amené Manu Dibango pour la première fois au studio 105 à Paris, le jour où il devait passer dans une émission de Pierre Desproges qu'on appelait le tribunal des flagrants délits. Le studio était plein. On attendait Monsieur Manu Dibango. Manu, pour moi, c'était un scientifique de la mélodie et des instruments. Vous n'avez qu'à voir que cet homme, il pouvait passer du saxo au piano, au vibraphone. Il était capable de tout faire. Savez-vous qu'il fut un temps où Manu Dibango a travaillé avec l'un des colosses du cinéma africain qu'on appelait Sembène Ousmane. Manu a choisi la plus belle voix qui soit. Un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Il faudrait faire une immense statue de Manu Dibango à la poste centrale, que les jeunes sachent qui était Manu Dibango. Je rencontre Manu Dibango en 1998. J'étais en stage à TV5 Afrique sous la direction de Madame Epoté. Et je vois la porte qui s'ouvre, je vois un monsieur grand. Je le connaissais, Manu, mais je ne l'avais jamais rencontré directement. Il a entre Denise tout de suite, spontanément dit, voilà ta fille. Elle est camerounaise, c'est une Bamoun, une princesse Bamoun, et elle est venue en stage. Alors moi, toute frileuse, le grand Manu, il a senti, il me met tout de suite à l'aise. Il me prend par la main. Il entre avec moi. Tous les intervenants qui étaient là, ça c'est une princesse Bamoun. Vous connaissez le sultanat de Fumban? Ça c'était l'homme. Il met le Cameroun devant. Papa Groove, Papa Manu, Papa Mboa, merci pour tout, ton œuvre est immense, ton œuvre m'a beaucoup inspiré. J'ai une chanson qui va paraître, il y a un son de saxo dedans, j'aurais aimé que c'est toi qui le fasses, c'était mon petit rêve caché. Mon rêve ne se réalisera plus, mais surtout, merci pour tout ce que tu as fait, pour ton humilité, ton humanité surtout. Cette bonne humeur, cette simplicité légendaire. Tout ce que je peux te dire, c'est que personnellement, j'ai été heureux, honoré d'avoir présenté certains de tes événements, des événements dans lesquels tu étais impliqué. Tu encourageais l'émergence des talents et c'est ce que tu as toujours fait dans le cadre de ton orchestre qui a vu défiler plusieurs générations de mélomanes. Aujourd'hui, chacun allait de son côté et est devenu une identité forte. Je pense à André Manga, je pense à Kuneteme, à Kaïssa Doumbé Moulongo, à Sissi Djipoko. J'en oublie certains. Tu étais quelqu'un vraiment qui était ouvert, qui donnait la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer et à chacun de grandir aussi parce que voilà, je pense que c'est cela qui faisait ta particularité. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ton âme repose en paix. Et je sais que tu es dans le ciel et si tu pouvais inspirer plein de musiciens, encore ce que tu as déjà fait d'ailleurs, comme tu es déjà transformé en ange là-bas, Dieu t'enverra certainement dans l'esprit de plusieurs personnes pour comprendre la musique comme toi tu l'as fait et pour la diffuser dans les cœurs. Manu, tu sais, je vais essayer de rire comme lui. Je ne peux pas, je ne peux pas. Vous savez, si ma femme était là, elle vous dirait que j'ai pleuré il y a 2 jours
Parce que ce n'était pas une amitié de 2 jours. Vraiment, je dis pas Manu. Big up. Adieu Manu. Manu Dibango, que le coronavirus a malheureusement emporté. Justement, en parlant du coronavirus, vous avez sorti une chanson récemment. Oui, j'ai sorti une chanson qui a pour nom Prévention coronavirusière. Oui, là aussi. Voilà. Et c'est un travail qui a été fait dans le sens de ma participation à la sensibilisation de la population. Alors, si on arrêtait de parler de mort et on parlait plutôt du 25 mai 1947. La date de ma naissance. D'accord. A tout dit. Ma maman, malheureusement, j'ai pas eu cette chance de la connaître. Parce que semblerait-il, je dis bien semblerait-il, qu'elle est morte lorsque je n'avais que 3 mois. J'ai grandi un tout petit peu dans les orphelinats. Parce que mon père, mon regretté père, il était infirmier breveté. Oui. Il était étoudi, mais pas étoudi d'ici, de Yaoundé, mais étoudi d'Ngomeza. Ok, Ngomeza pour moi, c'est fameux chenille. J'ai 4 frères, j'ai 4 sœurs et je suis le 9e. Il est ouvert en fait comme père, voilà. Vous pouvez discuter de tout, bien qu'il y ait des limites quand même. Mais sinon, il donne une certaine liberté à ses enfants de s'exprimer, quoi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de lui? C'est qu'il est très câlin avec sa femme quand même. On a vu son fils au Mondial 98, Cameroun-Chili, une frappe de, je crois, Marcelo Salas, et qui est déviée, et puis Jean Lambert qui s'écrit « La fesse divine d'Ondo » parce qu'en fait, le Cameroun, on n'avait pas pris le but parce que Joseph Sigil Ndo avait mis sa fesse comme ça, le ballon a frappé, là, c'est allé en connaît. Moi, justement, parlant de lui, où est-il? Actuellement, Joseph Cyril Ndo est en Irlande et il ne joue plus en tant qu'acteur sur le terrain, mais il est toujours au service des jeunes, au service des footballeurs qui veulent monter. Il vient de créer une académie de sport en Irlande où il encadre les jeunes Irlandais et il a un projet, je pense, au Cameroun. D'accord. Au Cameroun, peut-on vivre de la musique? De quoi vivent nos musiciens? Le droit d'auteur au Cameroun, sur quelle base et à quelle fréquence sont-ils versés? Quel est le quotidien de nos artistes? Enquête Clash et Choc, signé Lionel Messi, Jacques Ekwa, Hervé Atongana, Desnine Defo, Romuald Epo et Alain Bell Single. Nous sommes dans la misère, nous sommes misérables et nous sommes en colère. Mais là, on a 25 000 francs CFA par an. Quel est le mécanisme mental que vous mettez pour faire aligner les gens et leur donner 25 000? On leur a donné l'argent de taxi pour qu'ils arrivent vite à la maison. Et venir poser la question à un artiste musicien, alors est-ce que vous vivez de votre... Là, vous vous foutez de la gueule du monde. Au Cameroun, actuellement, ne vit pas véritablement que de son art. Si l'on se réfère aux chiffres clés publiés par l'Institut de la statistique de France, l'industrie musicale est l'un des secteurs les plus florissants du monde actuellement. Malgré la morosité du climat des affaires, elle se porte on ne peut plus bien. En 2019, elle a généré près de 778 millions d'euros, un montant en hausse de 5% par rapport à 2018. Si le classement des artistes les mieux payés en 2019 reste dominé par les Américains sur le plan mondial, quelques Africains arrivent à tirer leur épingle du jeu en décrochant de gros pactoles. Des chiffres qui donnent le tournis et témoignent du fait que la musique nourrit bien son homme. Une réalité tout autre au Cameroun, où l'actualité est pleine d'histoires d'artistes terminant leur jour dans l'indigence
obligés de mendier parfois pour pouvoir s'en sortir. De quoi et comment vivent les artistes musiciens au Cameroun? À quoi ressemble leur quotidien loin des strass et paillettes? Les musiciens vivent-ils de leur art? Enquête exclusive, sans make-up, sur la vie, loin des feux des projecteurs, des artistes musiciens du 237. Soleil de décembre annonçait la rupture de notre amour. Jeudi 16 janvier 2020, les mélomanes camerounais sont réveillés par une nouvelle des plus poignantes. L'artiste Maman Guéa Laroute, souffrant de diabète et dont la situation sanitaire a interpellé plus d'un, a été admise au bloc opératoire pour la deuxième fois en 3 mois à l'hôpital général de Douala. L'auteur de Soleil de décembre, Mary and John et tant d'autres tubes qui ont fait danser toutes les catégories de mélomanes a été amputé de sa seconde jambe. Après une carrière des plus florissantes, un succès continental et des spectacles à l'appel, Nguéa Laroute est entré dans le giron des artistes indigents. Obligé d'en appeler à la générosité des mécènes et du couple présidentiel camerounais pour pouvoir se faire soigner. Son appel, largement relayé dans la presse au mois d'octobre 2019, reste d'ailleurs mémorable. Si vous savez que moi aussi je suis votre maman, venez-moi en aide. Nombreux sont les artistes musiciens dont la carrière s'est achevée de manière tragique, dans la pauvreté et le dénuement total. C'est le cas de Messi Martin et plus récemment encore de Lisati, qui se sont éteints dans une pauvreté extrême, tout comme le célèbre bassiste Tino Barroza. Cette situation interpelle. La première étape de notre enquête nous conduit à Douala, la capitale économique du pays. Nous avons rendez-vous avec l'une des plus grandes stars que la musique camerounaise ait connue. Mes parents savent que tu es toujours avec moi. Son titre, Avec toi, certifié disque d'or dans les années 70-80, a fait de Marthe Zambo une icône. Tu es parti, même pas un mot, oubliant que j'étais là. D'ailleurs, les murs de sa résidence au quartier Niala témoignent d'une carrière bien pleine. Des vestiges et autres trophées qui tapissent le mur. Tu es toujours avec moi. Personne ne sait que tu m'as déjà dit. Vous voulez que je vous raconte quoi? Vous ne savez pas ce qui se passe au Cameroun pour la vie des artistes. Vous savez bien. Mais c'est quand je sors du Cameroun que j'essaie de faire quelque chose. Je me débrouille pour les spectacles. J'ai des petits contrats de gauche à droite. Des fiertés du Cameroun, voici Marthe Zambo. L'artiste ne vit pas son art au Cameroun. Tu peux faire mal, ils sont contents. Tu peux faire bien, surtout quand tu fais bien, tu es le malvenu. Affaibli par la maladie qui l'arrange depuis quelques mois, l'artiste est comme sa sœur Nguéa Laroute, obligé de faire appel à la générosité agissante pour suivre son traitement. Le couple présidentiel m'a aidé il y a quelques mois, mais ça ne finit pas. On n'a pas l'air de... Ça n'a pas l'air de diminuer. Vous voyez que j'ai maigri. Chaque fois tu me dis, tu me comprends, et pourtant tu restes toujours loin de moi. L'artiste, dont le fils est décédé il y a quelques mois de cela, a bien perdu de sa superbe. Il n'y a pas d'activité ici au Cameroun. Imaginez-vous que le droit d'auteur avant, bon, c'était dans la poche, toujours dans la poche de quelqu'un d'autre. Mais c'était, tu peux avoir, tous les 3 mois, tu as 1 million, d'autres 1 500 000. Mais là, on a 25 000 francs CFA par an. Pas comme on dit que l'artiste, c'est tous les 3 mois. Mais là, c'est par an. 25 000 francs CFA. Il ne faut pas regarder le fait que les artistes ont touché
25 000 francs, il faut regarder dans quelles conditions, dans quel contexte ils ont touché 25 000 francs. Il n'y a jamais eu un gros salaire ici. Je vous ai dit que je me suis aperçue quand je suis arrivée au Cameroun. Je ne savais pas. Je suis venue tomber dans la gueule du lion. Je ne peux pas parler de gros salaires ici. Ici, c'est chacun pour soi. La situation de Marthe Zambo est symptomatique de ce que vivent les artistes musiciens au Cameroun. Que j'étais là, dans la peine et le chagrin. Malgré tout, il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en assurant un quotidien plutôt stable. Eux, c'est ce qu'on peut appeler jongleurs. Catégorie de personnes qui est obligée d'exercer plusieurs métiers à la fois pour s'en sortir. C'est dans cette catégorie que nous retrouvons des artistes comme Jean-Pierre Sommet. Le célèbre chanteur Makossa, qui a fait les beaux jours de la musique camerounaise dans les années 90-2000, est plutôt cru quand on lui parle de ses revenus liés à la musique. Après une période faste, la musique ne le nourrit visiblement plus. Je dirais sans embâche qu'il est impossible pour un artiste au Cameroun de vivre de la musique. Moi, j'ai la chance d'être un artiste atypique. Je suis cadre dans une grande société. Je vis essentiellement de mon salaire. Je dirais même qu'au jour d'aujourd'hui, c'est mon salaire qui essaie de nourrir la musique. Parce que lorsque je commets des albums, je les mets sur le marché, je n'ai pas de retour sur l'investissement. C'est plutôt tous les autres Camerounais qui vendent mes CD impunément. Lorsqu'on parle de droits d'auteur, les choses sont faites de manière à ce que je ne puisse pas rentrer en possession de mon argent depuis 15 ans. Donc il est impossible pour un Camerounais de vivre de la musique dans l'environnement Cameroun. Je dirais de manière détaillée. Chaque fois que je commettais un album avec Jean-Pierre Sa qui était mon producteur, quand j'entrais en studio, c'était 25 millions de francs qu'il me payait pour un album. On m'a payé 18 millions de francs pour une chanson. Et quand je sortais de Paris, j'arrivais, je trouvais qu'il a vendu les 15 000 premiers CD. Les Camerounais achetaient les CD à 10 000 francs. Quand je revenais, je trouvais que sur les droits mécaniques, qui étaient de 450 francs par CD, j'avais encore une quinzaine de millions à peu près à me mettre dans la poche, sans compter les spectacles et autres et tout ça. Les artistes n'ont même pas de statut jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est en 2000, sous le ministre Yono, que la loi a été éditée et qui n'a jamais été appliquée. Donc dès le départ, moi j'ai eu la chance d'aller à l'école, de faire des études. Je ne pouvais pas mettre ça de côté pour faire uniquement la musique dans un environnement un peu incertain. Est-ce que le Dôme Marcelin vit de la musique? Moi, je vais dire déjà oui. Et quand on lui dit qu'il y en a qui arrivent à vivre exclusivement de la musique dans le contexte camerounais, la ceinture au-dessus de la classe en devient quasiment vert de rage. Quand ils vous disent qu'ils vivent de la musique, vous-même à l'analyse, ils vivent de quoi? Ils prennent cet argent ou je ne sais pas ce qu'ils prennent. Parce que moi, j'ai connu l'époque où la musique marchait dans ce pays et je connais l'époque où elle ne marche pas. Au niveau de la vente des disques, ils les vendent où? Il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus de producteurs, n'est-ce pas? Ils deviennent des autoproducteurs. Ils vendent, quand ils ont produit l'album, ils le vendent où? Quand ils mettent sur YouTube, quelle est la société qui les protège au niveau des droits? Lorsqu'on organise des pseudo-repartitions, puisque jusqu'aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans déjà, même 15 ans, il n'y a pas eu de repartition au Cameroun. Hein? On leur donne ce qu'on veut bien donner en fonction de la tête de la personne. On a fait les répartitions. Non, président, tu sais qui t'a insulté la dernière fois? Moi, j'ai lu son poste là. Ok, 25 000. J'ai lu le dernier papier de... C'était intéressant, hein? Oui, 100 000. Ça, c'est la répartition, ça c'est une répartition de droits d'auteur, ça c'est une connerie ça. C'est même une insulte à des créateurs des œuvres artistiques. Pour moi, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je n'ai rien reçu. Parce que nous voulons que les choses se passent bien. Nous aurions pu nous mettre aussi avec eux et faire plonger tous les artistes, mais nous avons toujours dit non. Et les résultats sont là pour nous donner raison. L'argent du droit d'auteur. La patate chaude est lâchée. Mais avant d'entrer de plein pied dans ce débat particulièrement houleux,
nous avons rendez-vous avec deux autres acteurs majeurs de la scène musicale camerounaise. À deux, ils cumulent près de 60 ans de carrière musicale. D'abord, Krotal, le promoteur des studios Ndabot, qui a débuté sa carrière en 1989 et qui compte 4 albums de rap à son actif. Ensuite, Serge Mabouma, le patron de Macaz, un prix découverte talent RFI, le seul du pays, plus de 25 ans dans la musique. Première curiosité, nos deux artistes se vantent clairement de vivre de leur art. Je suis marié, j'ai des enfants, j'arrive à payer les études de mes enfants, j'arrive à leur offrir un minimum de divertissement. On mange tous les jours à la maison. On n'a pas encore construit des immeubles, des bâtiments à 3 niveaux. Néanmoins, on n'aura pas demandé aux gens de quoi faire pour avoir la pitance pour notre famille. Donc je peux dire que je suis un Camerounais qui a engagé une profession et qui en vit décemment. Royal comme l'aigle, j'ai enfilé ma peau de panthère, déployé ma crinière du fin fond de ma cacaoyère. Qui, moi? Oui, je vis de la musique. Mais seulement l'artiste au Cameroun actuellement ne vit pas véritablement de son art. La musique ne se limite pas au Cameroun. La musique est plus grande que le Cameroun. Un musicien ne se limite pas au Cameroun. Si effectivement il a la prétention d'exercer le métier d'artiste musicien, la musique ne se limite pas au Cameroun. Voilà. Donc quand tu as pris toutes les dispositions pour fonctionner comme cela se doit, tu vis de ta musique. Soit, les deux vivent de leur art. Mais il faut reconnaître que leurs revenus ne proviennent pas essentiellement de la vente de leurs disques et des répartitions des droits d'auteur. Krotal, par exemple, vit essentiellement grâce aux nombreuses dates qu'il fait à l'extérieur et des revenus tirés de l'exploitation de son studio d'enregistrement. Le gouvernement a l'obligation de donner à l'artiste un environnement sécurisé. On n'a pas toujours dit c'est de la faute à l'autre. Même sur les questions, les revendications, on fait des revendications auprès du gouvernement, il faut qu'elles soient cohérentes. Les réflexions sur le statut de l'artiste, c'est à nous d'aller vers le gouvernement pour lui poser les problèmes, à la limite anticipés, sur un contenu à proposer. Mais ça, il faut qu'il y ait une dynamique collective, il faut qu'il y ait une revendication cohérente. Mais c'est chacun dans son camp, il se dit ouais, j'ai faim, ça ne va pas. Mais c'est aussi une question d'organisation entre les acteurs culturels eux-mêmes. Je crois que c'est le vrai problème et davantage dans ce sens-là. Maintenant, le gouvernement, les autres, c'est toujours parce que nous, il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire. Il faut toujours que notre galère soit justifiée par l'attitude de l'autre. C'est nous qui galérons, quoi. Nous, on fait notre métier depuis déjà plusieurs années, des décennies. Et sachez que si on tient debout, c'est parce que nous avons bien appris notre métier et ses rouages. Ça veut dire qu'on est assis là, on est en février. Je peux te dire de façon claire que voilà, en mars, je serai à tel endroit. En fin avril, je serai à tel endroit. Début juin, je suis à tel endroit. En juin, nous sommes à Kigali. C'est parce qu'on le prépare depuis l'an passé déjà. C'est notre travail. Maintenant, imaginez si je réussis à faire 12 dates par an. Revenons à notre problème indexé par Jean-Pierre Essomé. Rappelez-vous, l'artiste disait ceci. Nos fonctionnaires veulent que les artistes perdent tout cet argent. Parce que par cupidité, il faut à tout prix qu'ils contrôlent l'argent d'un travail qu'ils n'ont pas abattu. Les droits d'auteur. Il semble qu'au Cameroun, cela soit la source des souffrances des artistes musiciens. Un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 15 ans que nous pleurons. Ça fait 15 ans que nous avons fait suffisamment de bruit dans les médias. Les questions de régler les petits problèmes de santé, d'accompagner le collègue qui souffre ou bien qui a été malade, on peut s'organiser différemment, quoi. On n'est pas obligé d'aller taper les fans pour régler ce type de problème, quoi. L'État a sa part de responsabilité parce qu'elle n'a pas mis les structures en place pour permettre à l'artiste d'y entrer. Tout le monde est responsable. Le premier problème, c'est qu'on a l'impression qu'on est en train d'inventer quelque chose, alors que non. La deuxième chose, c'est qu'on a laissé beaucoup de désordre s'installer et qu'aujourd'hui, on a du mal à se départir de ce désordre parce que dans ce désordre-là sont nées
des façons de faire et de fonctionner qui ne sont absolument pas normales. C'est-à-dire que rien qu'à commencer par les répartitions dites spéciales, c'est un mot qui n'existe qu'ici. C'est quoi une répartition spéciale? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Une répartition aléatoire? C'est quoi? Ou bien c'est un partage d'argent? Parce que pour toucher les droits, la loi est simple, elle dit qu'une œuvre n'entre en répartition qu'une œuvre qui a été exécutée. Donc quand il y a le poula là, tant que Lionel est là, de toute façon c'est mon petit. Tu vois? Mais c'est ça le vrai problème. Mais la gestion collective, ce n'est pas la magie. On a joué la musique dans une radio, dans un bar. On s'est entendu, la société des artistes s'est entendu avec les exploitants de musique. Que, ok, comme toi tu n'es qu'un petit bar, on comprend que c'est Dieu, tu vas payer 10 000. Lui c'est la radio, il va payer 100 000. Quand on a les 110 000, on regarde que qui a généré ces 110 000. On dit ok, petit pays, machin il a été joué 80 fois, l'autre 10 fois, machin, on fait la répartition. Au contraire, les artistes en ce moment félicitent plutôt la hauteur du PCA de la Sonacam San Fantoma qui, au vu de la petitesse, de la petite somme qui était mise en répartition, malgré qu'on nous a volé plus de 40 millions de francs, San Fantoma et son conseil d'administration ayant siégé ont décidé de mettre le même montant à tout le monde. Ce n'était pas une répartition, c'était une avance sur répartition. Parce qu'en ce moment, en 2020, il y a des contrats qui ont été signés et en voie de paiement pour permettre que dans un délai très bref, qu'il y ait une véritable répartition. Ça semble marcher bien. D'ailleurs, les artistes ont reçu chacun une première répartition de leurs droits en fin d'année 2019. Une répartition qui fait malheureusement grincer les dents. Quel est le mécanisme mental que vous mettez pour faire aligner les gens et leur donner 25 000? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Moi, je ne suis peut-être pas administrateur de cette société-là. Je refuserais qu'on donnât cet argent à des artistes. Si c'est un pactole, genre, je dis, prenons peut-être cet argent-là, construisons une salle de 100 places pour que les artistes viennent gratuitement faire leur spectacle là-bas. Je dis n'importe quoi. Si ça représente peut-être 60 millions, 100 millions et que vous décidiez de répartir, que ça donne 25 000 francs chacun, je vais dire non, faisons une œuvre. Parce que c'est insultant. C'est insultant. Et viens voir les tracasseries qu'il faut pour prendre ces 25 000 francs. Tu vas laisser 2 ou 3 000 en chemin, donc tu vas avoir 22 000. Et tu prends maintenant le taxi que tu as pris pour venir, et machin, tu as un 20 000. Et puis, tu sais au quartier, on sait que tu as touché l'argent. Mais tu rentres, les gens te montrent, donc voilà, 25 000. Mais ça représente quoi? Comment on fait ça? Comment on fait ça à des humains? Il y a des façons plus intelligentes de traiter un minimum d'argent. Quand on respecte les gens, on ne leur donne pas un certain montant d'argent. Parce que, je ne sais pas, même ma femme de ménage, si je lui donne pas 25 000 francs par mois. 25 000, ça représente quoi? Parce que le droit d'auteur, c'est pas simplement parce qu'on t'a donné une somme. Le droit d'auteur, c'est le salaire. C'est le salaire d'un auteur-compositeur, tu vois. Et sur quelle base est-ce qu'on a décidé que tu vas avoir 25 000? Donc, je veux dire que c'est... Je ne sais pas comment il faut appeler ça, mais c'est tout sauf une répartition sur le droit d'auteur. On leur a donné l'argent de taxi pour qu'ils arrivent vite à la maison. Il n'y a pas de forfait. C'est quelque chose qui est très très bien encadré. Entre les points audio, les points sur l'image, on n'invente rien. On sait qu'un truc qui a joué pendant tant de minutes touche tant. Ça a été joué 1000 fois. Le propriétaire de l'œuvre doit toucher ce montant fois 1000. C'est pas... Or, aujourd'hui, on nous parle de problèmes d'individus. Oui, c'était bien quand c'était tel qu'il était. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de gestion. Point barre. Dans ce cas, quelle est donc la solution à ce problème? Si le gouvernement fait son travail, c'est lui qui est de protéger l'environnement Cameroun. La loi est là. 80% de musique camerounaise est diffusée au Cameroun et 20% à l'étranger. Vous croyez que les artistes camerounais n'entreront pas en répartition? Ce qui se passe quand nous gérons bien les droits. On a plus de 99% de musique étrangère qui est diffusée au Cameroun. Donc cet argent est rapatrié.
se rapatrier dans les autres pays. Parce que nous avons signé des conventions qui veulent que lorsqu'un artiste international est diffusé chez nous, qu'on paye pour lui et que l'argent parte. Donc nous allons travailler pour payer les artistes. Rien que sur les œuvres non documentées qui génèrent de l'argent hors du Cameroun, il faut quand même savoir que nous perdons près de 200 milliards de francs CFA par an. Quel est ce pays où depuis 15 ans, on n'arrive pas à résoudre un problème? Il y a quand même une loi. Mais je me dis que quand on parle de la loi, c'est chacun qui fait ce qu'il veut parce qu'on ne lui fera rien. Surtout quand il s'agit des droits d'auteur. Chacun puise et on ne lui dit rien. Il est important que les artistes se mettent dans la perspective d'être des entrepreneurs culturels. La faute nous revient dès lors que nous refusons de sortir d'un statut d'immobilisme et de misérabilisme. En attendant une solution, d'où qu'elle vienne, les artistes musiciens, eux, continuent tout simplement de déchanter. Excellence, vraiment je ne suis pas qualifié pour vous parler, mais ça ne va pas et ça ne va plus. Ça ne va plus parce que nous sommes en train de mourir. Nous avons tous nos collègues qui ont fait danser ce peuple, qui partent les uns après les autres dans une misère inimaginable et nous ne voyons rien ne se fait pour que les choses changent. Donc nous attirons votre attention, peut-être que vous n'étiez pas au courant de la situation. Sachez que désormais la situation est grave. C'est aussi de la faute à nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas organisés, nous ne sommes pas structurés. Nous, on se querelle au lieu de faire des propositions. Et ça fait 25 ans qu'on tourne en rang et c'est de la faute à l'autre, c'est pas possible. Ce que vous appelez les décideurs, je ne leur parle plus. Je ne leur parle plus parce qu'il n'y a pas une chose qu'ils ne sachent pas. S'ils avaient voulu que les choses changent, je pense qu'ils auraient fait ça depuis. Je pense qu'il est grand temps que nous réalisions que seuls nous couchons le soir en nous disant qu'est-ce qu'on deviendra demain. Il est hors de question qu'on se couche et qu'on imagine qu'il y a quelqu'un quelque part qui va penser à améliorer notre sort. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons les clés pour changer définitivement notre condition ici au Cameroun. On va se retrouver là tous les soirs à pleurer, à aller nous aligner pour toucher 25 000. Sachez que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a prescrit les mesures d'assainissement dans le secteur du droit d'auteur et des droits voisins. Prenez vos responsabilités et revenez à la norme. Arrêtez le folklore parce que ce que vous faites, c'est du folklore. Personne ne va écouter ce que je peux dire ici. Il faut seulement que le ciel intervienne parce que c'est en train de se gâter un peu plus qu'avant. Je ne me mêle même plus. Si le ciel m'entend, qu'il intervienne parce qu'il risque d'être tard. Alors, éducation, rythme avec comportement, comportement avec éducation. Si on revenait sur votre éducation, l'école primaire, vous l'avez fait à l'école principale de Meyanga? Oui, en 1957. Et en 1959, nous avons rejoint Yaoundé, où il a été affecté à l'hôpital central. Alors, en première, vous partez pour la France, mais avant la France, il y a l'expérience avec M. Ambroise Mbia. Exactement, il y a le ministère de la Jeunesse, de la Culture et des Sports qui à l'époque fait venir Ambroise Mbia, comédien, pour encadrer les jeunes Camerounais qui s'intéressaient à la chose théâtrale. Et c'est ainsi que nous faisons un stage de près de 3 mois. C'est ce stage qui m'a permis vraiment de m'intéresser au théâtre parce que j'aurais pu abandonner et continuer mes études littéraires ou je sais pas moi, ou techniques. Mais avec ce stage, je me suis dit pourquoi ne pas faire le théâtre. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me lancer au théâtre et j'ai arrêté mes études, j'ai tout arrêté. Et ça va être une bonne chose parce qu'en décembre 1969, vous êtes consacré au premier festival camerounais d'art dramatique. Effectivement, j'ai eu le premier prix du meilleur acteur. Mes remerciements à Ambroise Mbia qui m'a permis d'ouvrir grand mes yeux pour voir où j'allais. Désormais, quand un jeune ne va plus abandonner, on va lui dire qu'il applique la méthode Oncle Ojamal. Voilà. Alors, nous sommes en 1972. Vous lancez le premier spectacle comique avec l'utilisation de la langue française basée sur les Hondo. On est au stade Omnisport, pratiquement 2000 places. Voilà, on est au stade Omnisport, près de 20 000 places. Il y avait près de 20 000 places, oui. Et c'était à l'occasion du premier tirage de la loterie nationale. Carrément. Oui. Alors, il y a une grosse roue qui tournait. Et puis,
À l'époque, il n'y avait que le makossa, ça je vous assure. Ça, le bikoutsi était considéré comme une musique folklorique. Parce que tous les gars qui chantaient makossa et kambi et tout le reste vivaient en France. Oui, ils vivaient en France. Et presque tous ceux qui faisaient le bikoutsi, ils vivaient ici. Alors, ça fait que quand un gars makossa même s'amenait, non, c'était un dieu. Ah oui. Alors, au stade, il n'y avait que ces demi-dieux-là. Ouais. Et le seul comédien qu'ils ont donc appelé, c'était moi. C'était le français de France. Oui, parce que tu essayais de parler un français d'ici, tu étais folklorique. Donc, il fallait parler le français de France, ouais, avec un bon ton de diction et tout ça. Et pendant 5 minutes, je parle donc avec un ton de français, machin. Et les gars, eux, ils sont... Donc le public, lui, il est fâché que la roue ne s'est pas arrêtée à leur numéro. Alors les 20 000 personnes là, personne ne m'écoutait. Je me suis dit, mais je vais mourir dans cette affaire-là. Je suis fini ici. Et c'est là où je me dis, au lieu de dire, mon Dieu, je commence à dire, hey, yekekele. Et là, tout le monde s'est tu. Et c'est comme ça que je lance le ton Ewondo. Les 20 000 personnes se sont tues. Ils ont laissé leurs commentaires. Ils ont commencé à s'intéresser à ce que je disais. Na Kourlenia, un Zamba, à Kourlenia, Jésus Christus. Kamzena, un Zamba Zubi Misamia. On est toujours en 1972 et vous créez votre troupe de théâtre. Oui, je crée la troupe de théâtre, mais il faut déjà dire, il faut quand même le souligner. Pour avoir introduit pour la première fois le ton Ewondo sur scène, le conseiller technique du ministre de l'Information et de la Culture de l'époque est allé proposer au ministre qu'on raye mon nom. En 1976, vous entrez à l'Institut national des sports où vous sortez avec un diplôme d'animateur culturel et vous êtes affecté au centre de la jeunesse de Madagascar, c'est à Yaoundé. Voilà. Étant là, je pars pour le Festival des Arts Nègres, je crois, à Lagos. À Lagos. Quand je reviens, je pars directement pour l'Italie, pour faire les études de télévision, parce que le Cameroun se préparait déjà à ouvrir une chaîne de télévision. Au lieu d'aller travailler pour la future télé qu'on devait créer, j'ai préféré rentrer à l'INJS. En 1977, vous créez Oncle Ontsaba. Oui, Oncle Ochama. Donc mon père nous faisait écouter ça, les aventures d'Ochama Moribiki et d'Ongomazap. Donc les chenilles d'Ongomazap, tout ce que vous imaginez. Après, je l'ai vu à la télé chanter Eboul, Eboulunganzanga, Eboulo. Une chanson de parodie, Eboulunganzanga, ça veut dire que, parce qu'à l'époque, il y avait des élections et chacun était victorieux. Eboulunganzanga, c'est-à-dire le désordre. 1978, on est à l'Abia à guichet fermé. Exactement. Quelle sensation, racontez-nous. Le 1er décembre 1978, parce que lorsque je crée Oncle Otsama en Italie, je reviens, il n'y a pas de télé au Cameroun. Eh bien, le chef des programmes à la radio nationale, le regretté journaliste Henri Bandolo, me donne un espace. Il me donne un espace à la radio nationale pour que je puisse faire Oncle Otsama. Et avec la participation de tout le public, ça a été vraiment formidable. Il faudrait que je vous dise, entre-temps, le théâtre n'était pas à plus de 150 francs CFA entrée. Okay. Il n'y avait que les Makosamen qui venaient faire les entrées à Yaoundé à 1000 francs. Bon, je me suis dit, pourquoi eux? Ils peuvent le faire. Et que nous du théâtre, on ne peut pas faire. Ben, moi aussi, j'ai bombardé 1000 francs, entrée. Guichet fermé. Guichet fermé. Alors, on est en 1979. Daniel Do, vous êtes reconnu comme pionnier du théâtre classique et traditionnel. Là. Ouais. Beaucoup de respect pour Daniel Do. Daniel Do, en fait, c'est le pionnier de l'humour
au Cameroun et même en Afrique. Les gens pensent que c'est Cancan. Non, c'est pas Cancan. Cancan, il arrive après Daniel Ndo. Et effectivement, il y a beaucoup qui ont cru que Jean-Michel Cancan était avant moi. Oui. En 1980, vous sortez le premier disque vinyle, Un whisky avant la bagarre. Exactement. Ça a été enregistré, il y avait un studio à la radio nationale. D'accord. Manu Dibango y a même enregistré les fleurs musicales. On est en 1982. Pour la toute première fois, le trio va monter sur scène. Jean-Michel Cancan, Dave, McCoy et vous, Oncle Chama. Ah oui, vous jouez pour la première fois ensemble. Je dis qu'on dit que Malam dit toujours la vérité. Madame disait la vérité, mais là, Madame s'est trompée. Alors quand vous parlez du public, le public était content. Nous, désormais, à Yayatou, on donne la possibilité aux téléspectateurs de partager avec nous leur Yamo, donc leur chanson préférée. Qui a été tiré au sort? Quelle est sa chanson préférée? Voici le Yamo. J'adore Richard Bona. Même en futur, le gars a su la preuve. J'écoute Richard Bona en longueur de journée. Pas les roucas, un genre. Moi, c'est Richard Bona. Voilà longo di timide bena. Mutaka na mutaka pon. Je l'écoute partout. Dans le taxi le matin quand je vais dans mon centre de coiffure. C'est Richard Bona. Même le ménage au salon de coiffure, c'est Richard Bona. Quand j'apprête mon matériel de travail, c'est avec cette chanson. Quand je coiffe mes clients, c'est eux qui me de cette chanson. Ils n'ignorent pas, ils n'ignorent rien. Est-ce qu'ils ignorent? Ils m'appellent Richard Bona Junior. Je suis tellement fan de Richard Bona. Je sais qu'il est natif de Mita. Son grand-père était griot et percussionniste. Sa maman chanteuse. Tout petit, hein, mon Richard Bona jouait à la chorale avec sa mère et ses 4 sœurs. Papa de mon Richard Bona était camionneur. Il avait amené à Douala. À l'école, on l'avait nommé Fantomas. Parce que le baume était rare au school. À 22 ans, mon Richard Bona Guambe, il fait le conservatoire. En 1995, les finalistes du concours RFI. La même année-là, Wanda que la France ne refait pas son titre de séjour. Mon Richard Bona lance lui au stade, à Caresta avec vous là-bas. En 99, mon Richard Bona sort son premier album, Yamo Richard Bona. Yamo toutes ses chansons. Et en ce moment, Yamo surtout se featuring avec Charlotte Depanda. Modimbea qui signifie l'oubli, mais je n'oublie pas que c'est extrait de l'album Doubelam de Charlotte Depanda sorti en 2011. Pour Dimbea, ma chanson que Yamo, ça dure exactement 4 minutes 21 secondes 22 tiers. Yamo cette chanson. Richard Bona, t'adore.
On revient du Yaoumo, la chanson préférée. Mais à vous, je vais vous demander, quelle est votre chanson préférée? Gadji Sely, l'Ivoirien, est auteur parce que dans notre métier, il y a tellement de jaloux. Ok. Alors, et lui, il dit les jaloux vont souffrir. Alors, on va revenir sur vous, Daniel Ndo, c'est aussi le cinéma. Ouais. En 1990, vous jouez le retraité dans le film tourné, réalisé et écrit par Gervais Mendoza. Adam, à qui oses-tu t'adresser de cette manière? Est-ce que tu as même droit de prendre la parole dans ce village? Mais à quel titre tu parles? Un sale étranger comme toi? Oui, il faut déjà dire que ça commence un tout petit peu avant. Ok. 1976. Ok. Oui. Les 1976, plus de 10 ans en arrière. là je tourne l'un des plus grands films africains. Ribot ou le soleil sauvage, du Canadien Roger Racine. Crois-tu Ribot capable de me donner un fils? Je rentre au village, ma mère m'attend. Non, le film n'a jamais été diffusé. Non. J'ai tourné dans le film d'Arthur Sibita, Les Coopérants, en 1979. Oui. Voilà. Et c'est après ça, C'est ça que vous faites le retraité. Voilà, le retraité, puis il y a l'Étoile de Noudi. Je peux t'être utile? En 2005, vous écrivez, produisez et réalisez le film Dieu devant la barre. Monseigneur Joseph Beffé, qui écrit Dieu devant la barre. Bon, alors moi je reprends donc ça m'a intéressé. Je reprends donc ça sur le plan cinématographique et le ministère de la Culture nous aide à tourner le film. En 2006, vous jouez dans le film L'enfant peau rouge de Gérard Essumba. Ouais. Et puis un jour, j'ai dit, tiens, peut-être que je vais écrire un rôle pour un roi. J'ai voulu que ce roi n'ait pas de parole. Daniel Ndo, quand il a eu le scénario, m'a dit, je veux le faire, c'est juste le jeu visuel qui a compté pour moi. Et Daniel Ndo, en tant que grand acteur, me l'a rendu à merveille. Gérard Essumba, un très bon ami à vous? Oui, un très bon ami et un très très grand acteur de théâtre et de cinéma. Ouais. Ça, il faut le reconnaître. Toujours en 2006, vous êtes dans les confidences de Cyril Massot. J'ai reçu un coup de fil anonyme qui concernait ton petit ami. Qui sont ces gens qui m'ont téléphoné? En 2010, vous allez réaliser une série de 5 courts-métrages. Ces contes ne sont pas encore diffusés parce qu'il faut trouver, comme le ministère de la Culture à l'époque m'avait aidé. Alors, on est en train de trouver des voies et moyens pour pouvoir les diffuser. Allons pour une autre exclusivité de cette émission, vu que nous sommes dans une édition spéciale entièrement dédiée à Manu Dibango. Nous allons parler cette fois de quelqu'un que vous connaissez très bien. Il a été votre beau-fils dans le film Confidence. Mais ici, il ne joue pas un rôle. Ici, il est notre chef Mapan. Contre vents et marées, contre pluie et coronavirus, Kopo est prête à tout pour nous livrer ses Mapan. Voici Kopo et ses Mapan dans une édition spéciale. Ah, vous me faites rire, hein? Vous me faites rire. La pluie ici ne peut pas m'arrêter dans mes Mapan. Ni la petite voiture, la Toyota Corona, Virus ou quoi là. Je vais voir mon bic. Le bic que je vais voir, je ne sais pas comment il fait. Mais c'est le Camerounais ou l'un des Camerounais les plus aimés. Tout le monde l'aime. Je ne sais pas comment il fait. Un grand journaliste, non, j'ai trop dit. Et en plus, c'est un gars qui vient de chasser sa retraite. Mais l'amour que j'ai pour lui dans mon cœur là ne prendra jamais de retraite. Suivez-moi, il y a les relations. Tonton, on se salue plus. On peut plus se saluer. Voilà. Bon, assieds-toi. Je te souhaite la bienvenue. Thank you. J'étais en train d'écouter de la musique. Ah.
Maintenant que tu es là, peut-être qu'on va l'écouter ensemble. Ouais, maybe. Comment tu vas? Oh, en dehors du coronavirus, ça va. Le coronavirus qui traumatise tout le monde. S'il faut que toi tu passes un message à tous ceux qui te regardent, à tous ceux qui nous regardent, à tous tes fans, qu'est-ce que tu leur dirais en mode journal télévisé? Dimanche midi. La propreté et enfin la propreté. Voilà. Je suis très content. Je le suis peut-être davantage. Ouais, parce que quand tu as annoncé ta retraite, on était très mal. On va plus te voir à la télé, on va plus entendre ta voix. Mais bon, moi je peux me vanter, j'ai pu arriver jusqu'à chez toi. Il faut me respecter, j'ai les relations. Alors, maintenant que tu as un peu plus de temps pour toi, j'imagine que qu'est-ce que tu lis par exemple? En général, je lis plusieurs bouquins à la fois. Chez les Camerounais, en ce moment, je suis en train de relire des livres minuscules comme ça. C'est 3 tomes de Guillaume Oyolombia qui s'appelle Les Chroniques de Boutessi. J'adore l'humour de ce monsieur. C'est pas facile d'avoir un tel niveau d'humour et un tel niveau d'écriture. Donc je lis Guillaume Oyolombia, bien évidemment. Je lis son aîné, Ferdinand Oyono, avec l'immortel Vieux Nègre et la médaille. Et puis, je lis également beaucoup de choses qui me parviennent de l'extérieur, que des amis m'envoient de l'extérieur. Les biographies de François Mitterrand, celles qui sont faites par Franz-Olivier Gisbert et par Laure Adler et puis par d'autres journalistes. Je lis beaucoup ça, mais en général, je ne termine pas un livre d'un trait. D'accord. Et tu es cinéma, des films... Cinéma, pas vraiment, mais il y a quand même quelques films que je revois avec beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup un film français qui s'appelle Le Dîner des cons. Oui. Alors, Le Dîner des cons, je défie tous ceux qui sont sensibles à l'humour français de pouvoir regarder Le Dîner des cons du début jusqu'à la fin. Sans pouffer les rires. Sans pouffer, non, c'est impossible. J'aime beaucoup Le Dîner des cons. J'aime beaucoup Le Bon, la Brute et le Truand. Et puis j'aime Le Train sifflera 3 fois. Après, Alain Béligui, ce que je sais de toi, c'est que tu étais un fin mélomane. Bon, je vais pas. De toi, tonton, c'est que tu es un fin mélomane. Je vais pas prétendre pouvoir me regarder dans la rue quand je suis à la fenêtre, mais oui. je sais que j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup la musique et je passe, surtout depuis que j'ai un peu plus de temps libre, je passe beaucoup de temps à écouter la musique. Et j'écoute tellement de choses que je serais là ici en peine de vous dire ce que j'aime. Mais je vais vous dire, j'aime beaucoup sur le plan local, mais je ne sais pas s'il faut dire local parce que c'est un musicien d'une dimension qui est planétaire. J'aime beaucoup Manu Dibango. Alors quand tu arrivais, oui, j'étais en train d'écouter précisément La Kissané, qui est une musique qui date de 1979. Tu me fais écouter? Manu Dibango qui a apporté un démenti récemment, que voilà, tout va bien. Parce qu'on a tremblé un peu en début de semaine, là, on nous a dit qu'il était... Je vous dis pas, hein. Infecté aussi, je me suis dit non. Je vous dis pas. Je me souviens avoir fait une blague pas très sérieuse, je m'en excuse. Que vraiment, que Dieu me demande, je lui donne un autre musicien, mais qui nous garde Manu. La Kissané, c'était la grande époque avec... un orchestre où vous retrouviez par exemple Slim Peuzin, parce qu'il y a un solo de guitare à la fin qui est époustouflant. Et pour la petite histoire, j'ai une conversation un jour avec Manu Dibango ici à Yaoundé et je lui demande pourquoi il ne reprendrait pas La Kissané. Il est étonné que je connaisse La Kissané. Il me demande qu'est-ce que tu lui trouves à La Kissané. Je lui dis je ne sais pas, mais c'est une musique qui me prend au trip. Il s'apprêtait à monter sur scène. Alors, je le présente devant le public et quand je rentre dans les coulisses, lui, Manu Dibango, est en train d'aller sur le devant de la scène. On se croise, l'orchestre était en train de jouer autre chose, on se croise et il me joue les premières notes de La Kissané au moment où on se croise au saxophone. Waouh! Ça fait un super cadeau. Ah, ça! Soir au village. Soir au village. Une autre chanson que tu nous recommanderais comme ça, au pif? Si tu m'appelais, tu écouterais la sonnerie de mon téléphone. La sonnerie de tonton Alain. Tonton Alain, c'est qui la jeune fille sur ta photo de profil? C'est ma fille. Ah, ok. Elle est où? Alors, là.
Il y a des gars, il y a des mecs dans mon équipe qui sont célibataires encore. Bon, anyway. Elle est mariée. Oh, les gars, c'est... C'est une musique de Johann Pachelbel, Oui. dont le titre est Les Canons. Et tout le monde l'appelle Les Canons de Pachelbel. Et puis, j'aime beaucoup la musique française, la bonne variété française. J'aime Brassens, j'aime Ferrat. Quelle chanson j'aime de Brel. Brassens? Moi, je suis fan de Brassens. Les Passantes. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime, pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne. Et maman sait que tu aimes la chanson là? Elle sait, elle sait. Et je vais même aller plus loin. Je l'ai obligée à l'aimer. Et elle l'aime aujourd'hui. Une autre chanson de toi que tu aimes bien, que tu nous recommanderais? Que serais-je sans toi, de Ferrat. Jean Ferrat. Jean Ferrat. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Comme toutes les personnes de mon âge, j'aime beaucoup le jazz. Alors je vais te dire quelque chose que je ne me lasse pas de dire aux jeunes. Les bonnes musiques n'ont pas d'âge. Il n'y a pas d'ancien. Quand une musique est bonne, elle est bonne éternellement. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que les jeunes auraient tort de dire « Moi, je ne connais pas Brassens parce que c'est de l'autre époque. » Non, pas du tout. Pas du tout. Une chanson camerounaise quand même. Une dernière, après Manu. Une chanson camerounaise, il y a une chanson... Là, j'ai fait mon chauvin. Qui a quand même un certain âge, mais qui ne peut pas passer. C'est une chanson de Vicky Edimo. Ongele miminya Bisona wadita Ongele miminya On vivait notre enfance sans penser à demain. Elle a été reprise. Elle a été reprise, oui. Mais la version originale, celle de Vicky Edimo, est inoubliable. J'aime beaucoup George Benson. J'aime beaucoup sa guitare. Son doigté, vraiment. Tout à l'heure, je vais te la faire écouter quand on sera à l'intérieur. Ça marche. Bon, alors il y a tellement de disques. Copo, alors je vais te faire écouter quelque chose qui va te faire sauter au plafond. Personne n'aurait cru ce cave prophétisant que par malheur. C'est Brassens qui chante la seule fois de sa vie où il chante avec un orchestre. Est-ce que vous avez le genre de grand frère qui écoute les choses sensibles, abouties, raffinées comme ça là? Hein? Ici, on n'est pas là pour goûter ça. M'enlève son feu, oui, mettre son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. Là, il chante pas? La lumière que je préfère, c'est celle de vieux jeux jaloux. Tous les restants m'indiffèrent. J'ai rendez-vous avec vous. Je vais te montrer quelque chose que j'ai lu ce matin et que j'ai beaucoup aimé, que je n'ai pas effacé. Ah oui, c'est l'autoproduction de créative. Je ne l'ai pas effacé. Hein. En général, quand je prends le téléphone, c'est pour effacer les choses. Et ton côté artiste est multidimensionnel, comme disait Rémi Minko. C'est-à-dire artiste parce que tu chantes, parce que tu composes. Mais là, j'ai l'impression d'être face à un vrai acteur de cinéma. Et ces textes-là, ils sont écrits ou bien... William les écrit très souvent. Il fait une mise en bouche, mais après je suis libre de rajouter, de respirer, tout ça. Châtelain Léonard, séducteur, papa. Même à Sangmeni Malega Whiteys. Même à Sangmeni Malega Whiteys. Et puis cette transistor sorti de l'autre époque. C'est joli, c'est très joli. Je demande encore, seulement se décaper la voix. Est-ce alors, que
Tu entends ça? On connaît le décapage. La peau. On connaît le ginseng, la peau. Alors maintenant, toi, ça c'est la première fois que j'entends ça. Vas-y, voilà, on va te donner. Je crois que je suis arrivé avant le petit déjeuner. Donc cassez-vous. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Laissez-moi avec mon grand frère. Ciao. C'est fini pour ma part. C'était tout ce qu'elle avait pauvrette comme coussin. Le chat la prenant pour sa mère se mit à têter. Tu sais que moi-même j'ai une petite reprise de Brassens? Non, je ne sais pas. Margot. Non, je ne savais pas. Margogo, ouais, le dimanche, à l'église de notre Quat, elle boquait sa robe blanche sous ses nattes. Au quartier, c'était une sainte qui chopait pas le ndolé. Elle chopait que des insectes, buvait du lait. Et mon refrain, c'est quand Margot commentait sa chemise pour donner à Jésus tout son cœur. Ouh là là! Tous les gars de l'église. Et Margot, qui était simple et très sage. Nous revenons des Mapan de Kopo et à moi de vous demander quelle est votre chanson de Manu Dibango que vous appréciez particulièrement. Sango Yesu Christo. Parce que vous savez, quelqu'un qui pense à Dieu, étant déjà à ce haut niveau, c'est pas souvent évident. Hein? Alors, malgré qu'il soit arrivé là-bas, il se dit quand même que c'est Dieu qui a fait qu'il y arrive et il lui dédie toute une chanson à Jésus-Christ. Vous pouvez chanter cette chanson? Vous vous rappelez des paroles? Oh, je sais Sango Yesu Christo, Sango Yesu Christo, Alléluia, Alléluia. Très beau moment. Alors, Daniel Do, c'est le théâtre, le cinéma, la musique, mais aussi le livre. Ouais. Et justement, en 2008, vous sortez un livre guide pratique du théâtre à l'école. Ouais. Il est sorti en 2018, autant pour moi. 2018, voilà. Ouais, 2018. Guide pratique du théâtre à l'école, parce que tout simplement, bon, le centre d'apprentissage que j'avais créé en 1997, je l'ai fermé en 2002, parce que les moyens n'ont pas suivi. Oui. Mais je n'ai pas fermé le contenu d'enseignement que j'ai continué à donner dans les écoles, que j'ai continué à donner un peu partout en Afrique. L'un des meilleurs comiques au Gabon actuellement, c'est Omar de Fonzo, qui est sorti de ma cuvée de 1995. C'est 50 ans de carrière quand même, hein? Ah oui, 63. 63 ouais. Alors, des projets, vos espoirs en perspective, qu'est-ce qui est prévu? C'est déjà de faire une série, oui. ou un feuilleton de 52 épisodes sur Oncle Otsama. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, Oncle Otsama? Par exemple, on a fait une grande émission. Vous avez senti qu'il peut être important avant qu'il ne parte, qu'il nous livre ses pensées, qu'il nous livre ses secrets. Il n'y a pas d'autres qui, eux, ont pensé comme vous avez pensé. C'est quoi votre secret de jouvence? De ne pas abuser des avantages de la vie. Daniel Do, ce fut un plaisir, un grand honneur. Hein, et tout simplement, au nom de toute l'équipe de Yayato, tout simplement, merci. Merci de nous avoir accordé cet instant. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience. Yayato, cette émission prend fin, mais retenons qu'elle est entièrement dédiée à Manu Dibango. Et je vous laisse avec ceci. Oui, pendant des jours, le sport est roi dans notre chère capitale. Il aurait mis ce saxo. Oui. Voilà, c'est ma préférée de toi et voilà, repose en paix, que la traversée te soit légère. Et la nuit s'étend sur le village.
Sango Yesu Kristo, Alléluia, Alléluia. C'est fini. La mission est finie, ouais.